Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain Laurent Gounelle. À notre époque, les choses vont très très vite, on est absorbé, presque bombardé d'informations et d'actions, tout s'enchaîne très rapidement. Donc on n'a pas beaucoup l'opportunité de prendre un peu de recul, de faire le vide en soi pour s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Et le Covid offre ce vide, j'ai envie de dire sans mauvais jeu de mots, quoi. Voilà, on est un peu cloîtrés chez nous et finalement c'est une belle opportunité pour ça, je trouve, pour se poser des questions. Si vous êtes des fidèles de ce podcast, vous vous rappelez sans doute que Laurent Gounelle m'avait fait le bonheur de participer à l'un des tout premiers épisodes en 2018. Nous nous retrouvons 3 ans plus tard dans un monde bouleversé par la pandémie de coronavirus. Mais ne comptez pas sur Laurent pour céder au pessimisme ambiant. Depuis L'homme qui voulait être heureux en 2008, cet auteur singulier véhicule à travers la fiction les vertus du développement personnel et les méthodes qui l'ont aidé à changer de vie. Intuitio, son nouveau roman, qui vient de paraître chez Calman Levy, prolonge sa quête du bien-être et de la réalisation de soi à travers une intrigue policière étonnante. Timothy Fisher, son héros, est un romancier qui mène une existence sans relief, jusqu'au jour où le FBI fait appel à lui pour mettre la main sur l'homme le plus recherché d'Amérique. Pour cela, il va devoir apprendre à accéder à son intuition et exploiter des ressources insoupçonnées chez la plupart d'entre nous, comme nous l'explique Laurent. Bonjour Laurent Gounelle. Bonjour Jérôme. Ça va bien ? Très bien. Écoutez, je suis content de vous retrouver pour parler d'Intuitio, votre nouveau roman. C'est un roman de fiction, mais en même temps basé sur... je ne sais pas si on peut dire des faits scientifiques, mais en tout cas sur une discipline réelle. Oui. C'est quoi au fond l'intuition, Laurent ? Bien, l'intuition, c'est cette capacité qu'on a en nous d'accéder de manière instantanée à n'importe quelle information. Quand je dis n'importe quelle information, c'est à des choses auxquelles on n'accède pas en direct par nos 5 sens. Des choses qu'on ne peut pas voir, ni entendre, ni sentir directement. D'accord ? Même si, en fait, par l'intuition, on va quand même utiliser nos sens, quoi. Et quand je dis n'importe quelle information, c'est une information qui est non locale, donc qui est située ailleurs. Et quand je dis ailleurs, c'est ailleurs dans l'espace, mais aussi dans le temps. Ça peut concerner le passé et ça peut concerner aussi le futur, aussi bizarre, étrange que ça puisse sembler. J'ai l'impression que vous me parlez de science-fiction, là. Or, ce que vous décrivez dans votre roman, c'est bien réel. Il y a une méthode qui s'appelle le remote viewing. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Est-ce que ça existe vraiment ? Alors, ça existe vraiment. C'est une méthode qui a été développée dans le plus grand secret par des scientifiques américains. Ça remonte aux années 70 et ça a duré, ça dure encore d'ailleurs, à coup de renforts de millions de dollars de la part du Congrès américain via la CIA. Pourquoi la CIA ? Parce que ça a été développé à l'origine pendant la guerre froide, donc à des fins stratégiques et militaires. Et d'ailleurs, il y a eu des utilisations très concrètes dans ce domaine. Donc, gros budget, grosse recherche, et en effet, mise au point d'une méthode qui vise à développer l'accès à nos intuitions. C'est-à-dire, chacun a des intuitions, tout le monde en a, mais on y accède plus ou moins facilement. Et cette méthode, en fait, permet d'accéder plus facilement et rapidement, sur commande, en fait, à volonté, comme ça, à ses intuitions. Alors, est-ce que vous pouvez donner un cas concret de ce que représente cette méthode, qu'est-ce qu'on voit et comment ça se déroule ? D'accord. Alors, la méthode est assez longue. Je vais simplifier un peu, même si je la raconte dans le détail dans le roman. Mais qu'est-ce qu'on peut voir ? Par exemple, ça peut être identifier un lieu mystérieux que vous choisissez. Voilà, vous pensez à un lieu, vous en trouvez la photo, peut-être sur Internet, vous l'imprimez, vous la mettez dans une enveloppe, vous la cachez, vous la posez devant moi. Et en appliquant la méthode, en fait, alors ça va durer 3/4 d'heure à peu près. Tout va partir de micro-mouvements du corps. Notre corps, en fait, entre en contact avec l'information et bouge de façon assez imperceptible. Donc, on va essayer de capter ces mouvements du corps, en l'occurrence de la main, par une sorte d'écriture automatique. Non pas de mots, mais d'un geste. Donc, ça donne une petite courbe, un gribouillis, si vous voulez, qui ressemble un peu à rien, qu'on va analyser ensuite. Et à partir duquel, en fait, on va se canaliser notre intuition,
qui va se manifester en nous sous la forme d'adjectifs sensoriels. C'est plutôt des impressions qui vont venir petit à petit, impressions visuelles, auditives, on va avoir des sons, on va ressentir des choses, on peut goûter quelque chose, on peut avoir des odeurs, et on note tout ce qui vient. On est dans une posture d'accueil, et c'est assez facile, la grande difficulté, elle est de ne pas interpréter. Parce qu'on a tous un mental, n'est-ce pas? Et en permanence, on cherche à interpréter. Donc, quand on va capter une forme, on va essayer de lui donner du sens, que la forme en soi ne veut rien dire. Donc on va essayer de la rapprocher d'un objet ou d'un immeuble ou de quelque chose de connu qui nous est familier. Et c'est là où, en général, on se trompe, quoi. Et donc, quand on se forme à cette méthode, la plus grande difficulté consiste à faire la part des choses entre l'information brute, qui arrive sous forme sensorielle, des choses que l'on voit, que l'on entend, qu'on sent, et l'interprétation que tout de suite, immédiatement, mon cerveau en fait. Alors, quand je vous écoute, j'ai presque l'impression que vous me parlez de quelqu'un qui est sous hypnose. Ça n'a rien à voir ou ça y ressemble? Non, alors, je dirais le seul point commun, c'est un état légèrement modifié de conscience qui est lié à une espèce de lâcher-prise. Parce que, exactement comme sous hypnose, on lâche prise avec le mental, c'est avec notre flot de pensée, pour être uniquement dans la sensation. Le but étant de capter des informations. Donc ça peut ressembler un peu à l'hypnose. Par contre, il n'y a pas de mise en transe, il n'y a pas d'induction de transe de la personne qui pratique. Vous voyez ça. Alors, ce que vous dites, ce que vous écrivez, c'est que l'intuition, on peut tous y avoir accès, oui. Mais qu'au quotidien, on est tous guidés par nos peurs, par des sensations par des choses qui nous bloquent de l'intuition. C'est bien ça? Oui, on est surtout bloqué, je dirais, par notre mental, parce qu'on a été à l'école, et à l'école, on nous a appris qu'il fallait réfléchir. Donc, il fallait prendre nos décisions, par exemple, en étudiant des critères pour être le plus logique possible, le plus cartésien, on dirait, en France. Et c'est très bien, j'ai évidemment rien contre. La seule chose, c'est que si on est trop dans notre tête au bout d'un moment, et si on réfléchit trop, à ce moment-là, ça perturbe nos intuitions. Et ce qu'on constate assez fréquemment, c'est que les gens ont des intuitions, et après, tout de suite, il y a le mental qui prend le dessus. Par exemple, je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il est très probable que vous ayez immédiatement une intuition concernant cette personne. Par exemple, est-ce que vous pouvez ou pas lui faire confiance? Vous allez sentir quelque chose, mais très vite, vous allez raisonner en vous disant, par exemple, je ne sais pas si vous n'aviez pas confiance initialement, vous dire « Ah, mais pourtant, c'est quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a un poste important ou des diplômes, donc je peux lui faire confiance. » Ça, c'est un raisonnement. L'intuition première était différente, quoi. Et c'est ça qui est difficile, en fait. C'est vraiment de rester sur l'intuition telle qu'elle arrive à vous, comme ça. C'est fugace. Alors, effectivement, quand vous l'avez expliqué et comme vous le mettez en scène dans le roman, ça sert à une enquête criminelle. Oui. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, on a besoin de l'intuition? Et à quoi elle peut servir dans la vie de tous les jours? C'est une bonne question. Vous voyez, quand je prends un peu de recul à ma vie, quoi, j'ai 54 ans aujourd'hui, donc j'ai été amené à prendre plein de décisions dans ma vie, des petites, des grandes. Et bien, en fait, les meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, je les ai prises de manière intuitive. Je ne les ai pas prises en réfléchissant, en faisant une analyse critériale, en pesant le pour et le contre. À un moment donné, je le sentais. Et je pense que c'est vrai pour vous aussi, pour tout le monde. Regardez, les grandes décisions de la vie, c'est quoi? C'est se marier, par exemple. Personne n'a choisi sa femme ou son mari en faisant une étude critériale. C'est qu'à un moment donné, vous sentiez que c'était la personne, quoi. Et ça ne s'explique pas. Ce n'est pas mental, ce n'est pas là-haut que ça se passe. Et pareil, quand vous emménagez dans une maison, quand vous prenez un travail, alors après un travail, vous pouvez réfléchir, vous dire oui, est-ce que c'est bien payé, est-ce que c'est valorisant ou pas, est-ce que ça peut être épanouissant, mais le bon choix professionnel, il sera au feeling. Vous allez sentir que vous êtes appelé par un poste ou un métier ou une entreprise, vous le sentez. Et les bonnes décisions, elles sont prises comme ça, je crois. Je vais spoiler les lecteurs, enfin pas tout à fait. À la toute fin du livre, vous expliquez votre rencontre avec le remote viewing et la personne qui vous a initié. Oui. Et vous dites que c'est grâce à l'intuition que vous avez trouvé votre maison. Est-ce que vous pouvez expliquer? Ah oui, eh bien avec ma famille, on avait décidé de quitter Paris il y a 4 ans. Et on avait penché pour une petite ville de Bretagne. Donc on met les pieds sur place, on repère un quartier qui nous plaît. Et puis un jour, je passe, on sillonne ce quartier pour s'en imprégner. Et un jour, je passe dans une petite rue. Il y avait un mur assez haut sur ma gauche, qui faisait peut-être 2,50 m, 3 mètres de haut. Et j'ai eu subitement une sensation étonnante, une sensation de bien-être assez forte liée à ce qui se passait derrière le mur. Et je me suis dit, mais ça doit être agréable de vivre derrière ce mur.
Donc vous avouerez que c'est tout à fait irrationnel, surtout que je ne pouvais pas voir. J'ai essayé de grimper le mur, mais je n'ai pas réussi, donc je n'ai rien vu. Puis voilà, on a continué notre chemin. Et 2-3 semaines plus tard, je reçois le coup de fil d'un agent immobilier qui me dit « Je crois que j'ai trouvé une maison qui répond à vos critères ». Je lui dis « Ok, donnez-moi l'adresse, faites-moi confiance. » Je vais voir immédiatement sur Internet et la maison était située derrière le mur. Et vous habitez toujours dans la maison? Et on y habite depuis maintenant 3 ans et demi et on y est très très bien. Quand on dit qu'il y a de bonnes ondes, ça ressemble un petit peu à ce qu'on raconte avec l'intuition. Il y a des bonnes ondes autour d'une personne, il y a des bonnes ondes autour d'une maison. Oui, alors les ondes, elles peuvent venir de plein de choses. Il peut y avoir même de l'énergie tellurique et je ne suis vraiment pas spécialisé dans ce domaine. Par rapport aux personnes, oui, je pense qu'on émet tous des choses. D'ailleurs, c'est certain, puisque même la matière, même prenez cette table devant nous, elle semble très, très rigide, mais en fait, si on pouvait zoomer, et on peut le faire d'ailleurs, bien sûr, en physique, fortement, on se rendrait compte qu'en fait c'est pas stable, c'est pas si dense que ça, quoi. Et en fait, ça bouge et c'est de l'énergie et il y a des émissions, quoi. Donc en fait, c'est pas surprenant qu'on puisse sentir les choses, quoi, puisque les choses ne sont pas aussi figées que l'on peut croire. Est-ce que l'intuition, ça peut conduire à changer de vie, carrément? Ou est-ce que c'est que des petites décisions? Ou est-ce que ça peut être des grandes décisions comme ça? Oui, l'intuition, ça peut être sur un tout petit truc du quotidien, genre, je sais pas, vous allez choisir un plat au restaurant ou un pain dans une boulangerie, vous sentez que c'est celui-là qu'il faut prendre. Et ça peut être des grandes décisions, en effet, comme celle que j'ai citée concernant le mariage, par exemple. Mais en général, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par l'intuition, on sait les choses. On n'en a pas conscience, parce que l'intuition se capte plus au niveau du subconscient. D'accord ? Donc c'est pas en permanence à notre esprit, mais on a un accès à l'information. Donc on a une sorte d'accès à la vérité, on pourrait dire, pour schématiser un peu. Donc si on parvenait, alors certains y parviennent plus que d'autres, et puis ça se travaille une fois de plus, mais si on parvenait à être en permanence en contact avec nos intuitions, je dirais qu'on ne prendrait que des bonnes décisions, vous voyez, parce qu'on aurait en permanence accès à la réalité telle qu'elle est, aux choses. Le monde est information, et on peut potentiellement avoir accès à cette information en permanence, quoi. Vous, Laurent, avant d'écrire des romans, vous aviez une vie complètement différente. Ouais. Et puis, vous avez... justement, vous n'avez pas changé du jour au lendemain. Il vous a fallu un cheminement personnel. Est-ce qu'il y a eu une part d'intuition là-dedans? Quand j'ai changé de vie, moi j'ai changé de vie parce que j'étais pas heureux. Alors ça remonte 30 ans en arrière. Moi je me suis retrouvé dans la direction financière d'une grande entreprise en me disant mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et sauf que j'avais fait toutes mes études dans ce domaine. Donc grosse crise professionnelle, ça a duré 5 ans, je me suis retrouvé au chômage. À ce moment-là, je n'avais pas d'intuition. J'avais juste un ressenti que je n'étais pas heureux. Mais ça, ce n'est pas de l'intuition. C'est un constat, quoi. Après, est-ce que j'ai eu l'intuition par rapport à ce que je voulais faire? Je ne sais pas si c'est de l'intuition. D'abord, c'était il y a quand même très longtemps, donc je ne me souviens pas précisément. Ce que je sais, c'est que j'ai eu besoin de toucher le fond du gouffre, quelque part. Ça n'est vraiment pas bien pour enfin entrer en contact avec mes envies profondes. Vous me direz peut-être une similitude entre justement la profondeur du gouffre et celle de mes envies, mais c'est vrai qu'il a fallu que vraiment je me retrouve complètement bloqué pour presque subitement et magiquement savoir ce que je voulais en fait pour ma vie professionnelle. Ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, vous saviez, vous sentiez, vous aviez l'intuition que vous n'étiez pas à la bonne place. Oui, ça très vite. Je me revois vraiment dès les premiers jours de ma prise de fonction, j'avais 23 ans et j'ai senti ou compris que c'était pas ma place, quoi. Mais il a fallu un petit moment pour comprendre qu'il fallait tout changer. Oui, parce qu'au début, je me disais le problème, il est pas en moi, quoi. C'est pas moi, le problème c'est les autres, évidemment. Donc c'est l'entreprise. Donc je me suis trompé l'entreprise. Donc je vais attendre un peu, je vais être raisonnable, puis je vais changer l'entreprise. Sauf que j'ai changé l'entreprise au bout de 2 ans, ça n'a pas été mieux, quoi, ensuite. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème en moi, en tout cas d'adéquation entre moi et le type de poste que j'occupais, quoi. Alors, est-ce que l'intuition, elle ne pousse pas à ne pas être raisonnable? Mais pour moi, la raison, c'est d'être en accord avec soi-même. Donc l'intuition, je pense, en fait, nous pousse à être raisonnable. En revanche, c'est peut-être ce que vous évoquez, parfois cette raison-là peut nous conduire à prendre des décisions
qui peuvent sembler aux yeux de beaucoup peu raisonnables, par exemple, parce qu'on va remettre en cause une certaine stabilité dans notre vie, y compris professionnelle. Donc évidemment, c'est pas forcément raisonnable dans la mesure où ça peut engendrer des remous. Mais moi, ma conviction, c'est que les remous sont passagers, qu'on a toujours intérêt dans la vie à écouter son cœur, à écouter ce qui vient du plus profond de nous, pour être en accord avec soi-même, avec nos valeurs, avec qui nous sommes. Et on a tout à gagner à cela. Alors, est-ce que l'intuition, ce processus, ça peut nous aider dans la période qu'on vit en ce moment, avec le Covid, avec les peurs tout est fait pour qu'on n'écoute pas, qu'on suive pas notre intuition. Ah oui, tout à fait, je vous le confirme. Bah oui, je peux même vous raconter une anecdote. En octobre ou novembre 2019, mon éditeur m'a appelé pour me demander si ce livre, Intuitio, serait prêt pour une parution en octobre 2020. Parce que je publie mes livres à peu près tous les 2 ans, quoi. Et souvent au mois d'octobre. Donc voilà, il voulait pouvoir le planifier. Et tout de suite, j'ai ressenti quelque chose de très négatif par rapport à cette date d'octobre 2020. Et je lui ai dit, écoute, je pense que le livre sera prêt, mais je ne le sens pas. Ne me demande pas pourquoi, mais il ne faut pas le publier en octobre 2020. Et quand je disais, je ne sais pas pourquoi, ça aurait pu être, je sais pas, une grève qui paralyse la France, ça aurait pu être une catastrophe climatique, une vague d'attentats, je ne sais pas, quoi. Mais je sentais qu'il ne fallait pas publier en octobre 2020. Il m'a répondu, écoute, c'est un peu bizarre, mais si tu ne le sens pas, ben on ne va pas le faire. Hein. Donc tu veux publier quand? Je lui ai dit, écoute, on a qu'à décaler au printemps suivant, printemps 2021. Et c'est ce qui s'est passé, et on a planifié ça pour aujourd'hui. Et puis 1 an plus tard, donc en octobre 2020, toutes les librairies de France étaient fermées. C'était le 2e confinement. Et finalement, donc, le roman sort aujourd'hui. Alors, je veux dire, malheureusement, on est toujours dans une période très compliquée. Beaucoup de gens en ce moment, et là j'ai envie de vous parler aussi du message un peu qu'il y a dans beaucoup de vos livres, ce changement de vie, tout le monde y songe en ce moment, plus que jamais. Est-ce que vous encouragez les gens justement à se remettre en question en ce moment? Comment est-ce qu'il faut aborder la période qu'on traverse et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pousse qu'à obéir à la peur et au statu quo? Est-ce qu'au contraire, il faut oser changer de vie en ce moment? Je pense qu'il faut pas obéir à la peur. En même temps, la période, comme toute période de crise, parce que c'est une forme de crise qu'on est en train de vivre, crise sanitaire, mais crise économique qui va un peu de pair ou qui va suivre. Donc, période de crise, et toute crise est propice à la réflexion. La crise est presque un prélude au changement, en fait. C'est l'occasion extraordinaire pour remettre en cause nos choix, pour se poser des questions. Et je trouve qu'à notre époque, les choses vont très très vite. On est absorbé, presque bombardé d'informations et d'actions. Tout s'enchaîne très rapidement. Donc on n'a pas beaucoup l'opportunité de prendre un peu de recul, de faire le vide en soi pour s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Et le Covid offre ce vide, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, quoi. Voilà, on est un peu cloîtrés chez nous. Et finalement, c'est une belle opportunité pour ça, je trouve, pour se poser des questions. On n'est pas obligé de tout changer, mais c'est l'occasion de réaliser que peut-être on en a envie, peut-être on veut prendre des décisions, peut-être qu'on pourrait trouver un lieu de vie plus agréable, ou peut-être même changer la façon dont on travaille, peut-être travailler différemment ou moins. Et donc chacun peut être à l'écoute de son intériorité. C'est une belle opportunité pour ça. Pour vous, le monde d'après, il a déjà commencé ? Oui, et moi j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça, parce que évidemment on sait tous, et on le sent aussi, je crois, qu'on ne peut pas continuer dans ce mode de fonctionnement de nos sociétés, d'accord, où finalement on rogne la planète, on pollue beaucoup, enfin on sait bien, voilà, tout le monde le dit, donc maintenant il y a une belle unanimité là-dessus, sauf que le changement est difficile à engager. Pourquoi ? Notamment parce qu'il y a des équilibres économiques fondés sur un mode de vie, un mode de fonctionnement, et si on change brutalement ce mode de fonctionnement, ça remet en cause tous les équilibres économiques, donc ça crée des souffrances aussi, il ne faut pas se voiler la face, quoi. Donc là, il se trouve que tout est à l'arrêt. Et donc finalement, c'est une opportunité assez exceptionnelle pour ne pas repartir comme avant. Et moi, mon espoir, il est là. Il est justement que cette mise à l'arrêt forcée des économies du monde entier, en plus c'est ça qui est extraordinaire, dans le monde entier on subit cette catastrophe, on peut en faire, voyez, quelque chose de positif finalement, en ne repartant pas comme avant, quoi. Donc là, ça peut être des décisions politiques. Bon, moi, je n'ai pas trop l'habitude de compter sur les politiques pour les bonnes décisions de long terme, mais ça peut être surtout, et là je mise plus dessus, sur des décisions individuelles. Si chacun fait évoluer son mode de vie, eh bien c'est toute la planète qui va changer, en fait, et dans le bon sens. C'est vrai que quand on pense à la consommation, à l'industrie, aux nouvelles technologies, avant le Covid, on disait beaucoup ça peut pas durer comme ça éternellement. On avait quelque part l'intuition
qu'il allait se passer quelque chose, non ? Oui, moi j'ai plein d'amis qui sont dans des domaines divers et variés, avec tous les niveaux de poste. Enfin, vraiment, j'ai pas un schéma d'amis, quoi. Vraiment, je connais des gens qui ont tout profil. Et si vous saviez la proportion de ces gens qui, depuis au moins 3-4 ans, me disent « J'aimerais avoir un jardin », pour ceux qui sont en appartement, j'aimerais avoir un jardin, faire un potager, voire avoir un puits, et finalement me retrouver en situation d'autosuffisance. C'est juste hyper troublant, quoi. Et depuis des années, avec ma femme, on s'en parle et on se dit c'est quand même bizarre. Pourquoi tous nos amis nous disent ça, quoi ? Alors qu'il n'y a pas de raison objective de s'alarmer. Enfin, même si on sait que la planète, ça ne va pas super bien, mais il n'y a pas de raison de se précipiter pour se mettre en condition de survie. D'accord ? Il n'y a pas le feu au lac, quoi. Et ben, je pense que c'est juste de l'intuition, quoi. Les gens sentent que voilà, il faut se préparer à une vie qui sera différente à l'avenir, quoi. Et donc une vie qui sera mieux ? Au final, moi, je pense que oui, je pense qu'on y gagnera, parce qu'il y a plein de choses dans le mode de vie actuel qui, finalement, n'est pas hyper satisfaisant, n'est pas hyper épanouissant. On y trouve des compensations, d'accord, en termes de consommation de plaisir, de reconnaissance pour certains, etc. Déjà, ça ne concerne pas tout le monde. Et puis même, souvent, cette quête de plaisir ou autre, c'est plus une fuite en avant qu'un véritable épanouissement. Donc je pense qu'au final, oui, on y gagnera. Ouais. Oui, est-ce que vous avez, Laurent, l'intuition qu'on va lire plus ? Alors, je ne sais pas si c'est une intuition, mais là les chiffres parlent, en fait, puisque depuis un an, en effet, les livres se portent bien. Et, bon, c'est une bonne nouvelle, hein, je dirais. Oui, et on ne sait pas d'où ça vient, c'est assez bizarre. Est-ce que les gens se lassent de Netflix ? Je ne sais pas. Est-ce que, justement, ce relatif isolement invite à la profondeur et à la réflexion et donc à la lecture, qui est une forme d'introspection. Je ne sais pas, mais c'est intéressant en tout cas. Est-ce que ce n'est pas le seul mode est-ce que c'est pas le seul bien culturel qui nous pousse à tout couper justement, et alors peut-être pas à changer de vie, mais en tout cas arrêter la vie qu'on mène le reste du temps ? Est-ce que c'est pas le seul bien culturel qui nous isole du reste, le livre ? Alors, il nous isole en ce sens qu'en effet, on est presque en auto-hypnose quand on lit. On se plonge dans une histoire et on n'entend plus ce qui se passe autour, quoi. Et en même temps, le propre du livre et de la lecture, c'est de lire à notre rythme. Chacun lit à son rythme. C'est-à-dire la télévision, le cinéma nous imposent un rythme. La lecture, c'est notre rythme. Je peux lire vite, je peux lire lentement, je peux relire un passage, je peux faire une pause. Donc je suis le maître absolu, le seul maître à bord, j'ai envie de dire, quand je lis. Laurent, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition, sur les semaines, les mois qui viennent ? Vous pensez qu'on va retourner au restaurant bientôt ou pas ? Est-ce que vous voyez, si je vous mets... Je ne suis pas voyant non plus. Non, je sais, mais si je dessine un restaurant avec une terrasse dans une enveloppe, est-ce que vous allez la voir tout de suite ? Honnêtement, j'ai un petit peu de mal à voir les restaurants rouvrir rapidement, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que, bon, évidemment, je sais qu'il faut se protéger, mais en même temps, les virus, les microbes, les bactéries, ça fait partie de la vie, quoi. On a en nous plus de bactéries étrangères que de cellules de notre propre corps, quoi. Je ne sais pas si vous réalisez, quoi. Donc en fait, les bactéries, les microbes, les virus, ça fait partie de la vie. Moi, ce qui m'étonne depuis un an, c'est qu'on parle de comment se protéger des autres et du virus, donc les masques, les machins, mais on ne dit pas comment améliorer notre système immunitaire. Pour moi, c'est la clé, quoi. La question, ce n'est pas les virus, il y en aura toujours. La question, c'est plutôt comment est-ce que je peux vivre en harmonie avec ces virus. Et l'une des réponses, c'est déjà d'être bien soi-même, d'être bien dans sa peau, d'être en bonne santé, donc de bien manger, de bien dormir, d'avoir des relations saines avec les autres, et de passer du temps dans la nature. C'est démontré scientifiquement. Vous passez une demi-heure dans une forêt, vous allez doper votre système immunitaire. Donc il y a un certain nombre de choses à faire pour être en bonne santé. Et donc là, on parle beaucoup de la maladie et de comment se protéger de la maladie, mais on ne dit pas comment être en bonne santé. C'est finalement assez simple. Moi, pour tout vous dire, j'ai absolument pas peur de ce virus, quoi. Ok, écoutez, merci beaucoup Laurent pour ce petit moment autour d'Intuitio, votre nouveau roman, de l'intuition et des choses qu'on peut faire aujourd'hui pour se sentir mieux dans le monde actuel qui nous fait si peur. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt Jérôme. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux, c'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.